Imaginez un peu le tableau. On est au début du XXe siècle, Russie tsariste antisémite. Et au milieu de tout ça, un jeune psychologue juif, Lev Vygotsky. Mhm. Il se lance dans une œuvre complètement folle. Il est persuadé que la révolution va tout changer. C'était un immense espoir pour lui, oui. Et en à peine 10 ans, il bâtit une théorie révolutionnaire sur l'intelligence humaine. Et puis, d'un coup, Tout s'arrête. exactement, Staline arrive au pouvoir, son travail est censuré, et il meurt de la tuberculose à 38 ans. Une vie fulgurante, Et tragique. c'est ça. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment un parcours aussi intense, aussi mouvementé, a pu donner naissance à une théorie aussi radicale sur notre esprit. Et en fait, je crois qu'on ne peut pas du tout séparer les deux. Chez Vygotsky, sa vie et sa théorie, euh, c'est la même chose. Toute son expérience l'a amené à cette conviction, cette idée fondamentale. Pour comprendre un être humain, il faut d'abord comprendre sa société, sa culture, son histoire. On ne pense pas dans une bulle. Jamais. On est fabriqué par tout ça. C'est exactement la mission qu'on se donne aujourd'hui. On va plonger dans ses écrits pour essayer de comprendre sa réponse à une question qui est, au fond, vertigineuse. Comment est-ce qu'on devient humain ? Hmm. Pas juste par la biologie, mais par tout ce qui nous entoure. C'est un voyage dans la fabrique de l'esprit. Oui, et on peut faire ce voyage en plusieurs étapes, je pense. D'accord. On peut commencer par son idée maîtresse, vraiment celle qui a tout changé. On verra qu'elle va un peu à contre-courant d'un autre géant de l'époque, Jean Piaget. Ah oui, la fameuse opposition. Exactement. Ensuite, on pourra décortiquer les concepts clés, les outils qu'il nous donne, et on terminera par son concept le plus célèbre, celui qui a bouleversé la pédagogie. Parfait. Alors allons-y, commençons par le cœur du réacteur. L'idée centrale de Vygotsky, si je résume, c'est que le développement de notre esprit est social, culturel et historique. C'est ça. Quand on l'entend comme ça peut paraître presque évident, mais à l'époque, c'est une bombe. C'est une bombe, oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nature humaine pure, pas de programme qui se déroulerait tout seul à l'intérieur de nous. C'est un renversement total. L'idée dominante qu'on associe souvent à Piaget, c'est celle de l'enfant comme un petit scientifique solitaire. Oui, l'explorateur qui découvre le monde tout seul. Voilà, un explorateur qui passe par des stades de développement bien définis, presque comme une fleur qui éclot, quoi. Pour Vygotsky, c'est l'inverse. L'enfant ne découvre pas le monde seul, il est guidé. On devient humain en s'appropriant les outils que notre culture a créés avant nous. Des outils, alors là, on ne parle pas de marteau et de tournevis, j'imagine. Non, non, on parle d'outils bien plus puissants. Il les appelle les outils psychologiques. Ah, Le plus important de tous, c'est le langage. Mais aussi l'écriture, les nombres, les symboles, les cartes, l'art. Toutes ces inventions humaines, ce ne sont pas juste des moyens de communiquer. Pour Vygotsky, ce sont les briques avec lesquelles on construit notre pensée. d'accord. Donc, sans ces outils qui nous sont transmis par les autres, notre esprit resterait à un stade très primitif. C'est exactement son idée. Il ne nie pas la biologie, bien sûr, c'est le point de départ, c'est le matériel brut. Mais ce matériel est ensuite totalement sculpté, transformé par la culture. Ok, c'est puissant comme idée. Pour qu'on visualise bien, il propose de voir notre esprit un peu comme s'il avait deux niveaux, deux couches. Oui, Un peu comme un ordinateur. Il y a le système d'exploitation de base qui est là à la naissance, et puis par-dessus, on installe des logiciels beaucoup plus sophistiqués. l'analogie est très juste. Le système d'exploitation de base, il appelle ça les fonctions psychiques inférieures. C'est notre héritage biologique, notre équipement de série. Ce qu'on partage avec les animaux, en quelque sorte. En grande partie, oui. C'est par exemple l'attention involontaire. Vous entendez un bruit fort, votre tête se tourne toute seule. C'est la mémoire brute, pas organisée, les émotions primaires. La peur, la colère. Voilà. Ces fonctions sont directes, instinctives. Attendez, mais si on pousse l'analogie de l'ordinateur, on pourrait croire que le biologique et le culturel sont deux choses quand même bien séparées, l'un sur l'autre. Est-ce que Vygotsky les voit vraiment comme ça ? Comme des couches bien distinctes ? C'est une excellente question. Et c'est là justement que l'analogie atteint ses limites. Parce que le point crucial chez Vygotsky, c'est la transformation. Les logiciels qu'on installe, qu'il appelle lui les fonctions psychiques supérieures, ils ne font pas que s'ajouter au système de base. Ah, Ils le piratent. Ils le reconfigurent de l'intérieur. il le pirate, j'aime bien cette idée. Alors c'est quoi ces fameuses fonctions supérieures ? Eh bien, ce sont toutes les capacités typiquement humaines.
L'attention volontaire, quand on décide de se concentrer sur un livre, malgré le bruit. Mhm. La mémoire logique, quand on utilise un moyen mnémotechnique. Le raisonnement abstrait, la planification, la maîtrise de soi. Toutes ces fonctions sont conscientes, volontaires et surtout, elles sont médiatisées. Médiatiser, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elles reposent sur l'utilisation d'un de ces fameux outils culturels dont on parlait. On ne se concentre pas juste comme ça. On se concentre en s'aidant du langage intérieur, en se disant « Allez, encore une page ». Et c'est l'interaction sociale, le contact avec les autres, qui nous permet d'installer et de maîtriser ces outils pour transformer nos fonctions de base. Ah, les instruments psychologiques, c'est là que ça devient fascinant pour moi. L'idée que le langage n'est pas juste un moyen de décrire le monde, mais un véritable outil qui construit notre intelligence, c'est vertigineux. C'est exactement ça, comme un couteau suisse pour le cerveau. Et chaque outil ouvre de nouvelles possibilités. Vygotsky prend un exemple qui est incroyablement parlant, celui de la mémoire. La mémoire naturelle, la fonction inférieure, c'est une capacité assez passive en fait. D'accord, On se souvient de certaines choses, on en oublie d'autres, on n'a pas vraiment de contrôle. C'est un peu comme une photo mentale qui s'efface avec le temps. je vois. C'est la mémoire qui nous fait dire « Ah ben oui, je me souviens de son visage, mais impossible de retrouver son nom. Précisément. Maintenant, introduisons un outil culturel tout simple, l'écriture. À partir du moment où vous pouvez prendre une note, votre mémoire change complètement de nature. » Ah oui. Elle devient active, volontaire. On peut décider de ce qu'on veut retenir, l'organiser, le stocker à l'extérieur de son cerveau. Pour y revenir plus tard. Voilà. L'outil, l'écriture, a transformé une fonction biologique passive en une fonction supérieure, organisée et contrôlée. C'est tellement vrai. Mon téléphone, c'est littéralement une extension de mon cerveau. Sans l'application de notes, l'agenda, j'oublierais la moitié de ce que je dois faire. Je n'y avais jamais pensé comme une transformation de ma mémoire naturelle, mais c'est exactement ça. L'outil change la fonction elle-même. Incroyable. Et c'est vrai pour tous les outils. Les chiffres nous permettent de penser le monde en quantité, les cartes nous permettent de nous représenter l'espace d'une manière qui serait impossible sinon. Ces outils ne font pas que nous aider à penser, ils structurent la manière même dont on pense. D'accord, donc on a les outils, on voit leur pouvoir, mais la grande question resterait, comment un outil qui existe à l'extérieur, dans la société, finit par se retrouver à l'intérieur de notre tête? Comment se fait ce passage, oui? Voilà. Eh bien, c'est le cœur de sa théorie du développement. Il appelle ça la loi générale du développement culturel. C'est un processus en 2 temps, un voyage de l'extérieur vers l'intérieur. Il dit que toute fonction supérieure apparaît toujours 2 fois dans la vie d'un enfant. D'abord au niveau social, puis au niveau individuel. 2 temps. Donnez-nous un exemple concret pour que ce soit plus clair. Prenons l'exemple le plus simple. Apprendre à pointer du doigt. D'accord. Au tout début, un bébé tend la main vers un objet qu'il ne peut pas attraper. C'est juste un mouvement pour saisir l'objet. Mais la mère voit ce geste, elle l'interprète. Elle dit « Ah, tu veux le nounours ?» et elle le lui donne. Mhm. En répétant cette interaction des dizaines de fois, le geste du bébé change de sens. Ce n'était qu'un mouvement vers un objet, ça devient un signe pour les autres. Ça, c'est la première étape. Le niveau social. Le niveau social, ou interpsychique, comme il dit, entre les esprits. Le sens du geste existe dans l'interaction entre la mère et l'enfant. Et la deuxième étape, du coup? La deuxième étape, c'est l'intériorisation. L'enfant finit par comprendre que ce geste est un outil pour diriger l'attention des autres. Il va alors l'utiliser consciemment, même quand sa mère n'est pas là, pour se désigner des choses à lui-même, pour organiser son propre champ de vision. Ah, d'accord. Le geste, qui était un outil de communication externe, est devenu un outil de pensée interne. Il est passé au niveau intrapsychique. C'est incroyable. Ça veut dire que même une chose aussi simple que pointer du doigt est une construction sociale. Tout à fait. Donc, tout ce qu'on sait faire dans notre tête, raisonner, planifier, on l'a d'abord fait à voix haute, avec quelqu'un d'autre. Exactement. Le dialogue avec les autres devient progressivement un dialogue intérieur. La pensée, pour Vygotsky, n'est rien d'autre qu'un langage social qui a été intériorisé. C'est une idée d'une puissance folle. Et si on apprend d'abord avec les autres, avant de savoir faire seul? Ça va avoir des conséquences énormes sur la façon d'enseigner. Ah bah oui. J'imagine que c'est de là que vient son concept le plus célèbre, la zone proximale de développement, la ZPD. On y arrive tout droit, en effet. La ZPD, c'est la conclusion logique de tout ce qu'on vient de dire.
Si le développement vient de l'extérieur vers l'intérieur, alors l'éducation, elle n'est pas juste là pour attendre que l'enfant soit mûr pour apprendre quelque chose. L'éducation est le moteur même du développement. Alors, c'est quoi exactement cette fameuse zone? C'est tout simple et en même temps c'est génial. Vygotsky dit qu'il faut regarder deux choses chez un enfant. D'abord, ce qu'il est capable de faire tout seul. Son niveau actuel. Voilà, son niveau de développement actuel. Mais il y a un deuxième niveau, bien plus intéressant. Ce que ce même enfant est capable de faire avec l'aide d'un adulte ou d'un camarade un peu plus avancé. La différence entre les deux, cet écart, cet espace, c'est ça, la zone proximale de développement. Donc, ce n'est ni ce que l'enfant maîtrise déjà, ni ce qui est totalement hors de sa portée. C'est cette zone un peu magique de ce qu'il peut presque faire. Exactement, Et c'est là qu'il faut intervenir. précisément. C'est la zone de tous les possibles. Et c'est là qu'on retrouve son opposition frontale avec Piaget. Oui, Pour Piaget, il faut attendre que les structures mentales de l'enfant soient prêtes. L'apprentissage suit le développement. Pour Vygotsky, c'est une hérésie. Il affirme que l'apprentissage précède le développement. ah, c'est l'inverse. C'est en travaillant dans cette ZPD, en recevant une aide bien dosée, que l'enfant va justement construire les nouvelles fonctions supérieures dont il a besoin. L'apprentissage ne suit pas le développement. Il le tire vers le haut. Ça change complètement le rôle du professeur. Il n'est plus là pour simplement transmettre un savoir, il devient un architecte, quelqu'un qui construit un échafaudage autour de l'élève. C'est le mot parfait, l'échafaudage. Le but n'est pas de faire à la place de l'enfant, hein. Non, bien sûr. C'est de lui fournir les bons outils, les bonnes questions, le bon soutien, juste assez pour qu'il puisse accomplir la tâche. Et une fois que l'enfant a intériorisé la méthode, on retire l'échafaudage. Il y a cette phrase magnifique qui résume tout. Je crois que j'ai en tête. Ce que l'enfant peut faire aujourd'hui avec un adulte, il pourra le faire seul demain. C'est ça, C'est une vision incroyablement optimiste de l'éducation. et active, complètement. Ça redonne à l'interaction humaine sa place centrale. On ne se développe pas seul face au monde, on se développe grâce aux autres et avec les autres. Si on devait résumer ce voyage éclair dans le monde de Vygotsky, quelles seraient les pépites à garder en poche? Pour moi, la première, c'est que devenir humain, c'est avant tout un projet culturel et social, bien plus que biologique. La deuxième, c'est que nos capacités mentales les plus complexes, comme la concentration ou la planification, ne sont pas innées. Elles sont construites, brique par brique, grâce à nos interactions. Troisième point, qui est peut-être le plus fou. Nos pensées sont forgées par des outils, avec le langage en tête de file. Changer d'outil, c'est littéralement changer de pensée. Quatrième idée, ce renversement radical. On ne doit pas attendre qu'un enfant soit prêt pour apprendre, c'est l'apprentissage lui-même qui le rend prêt, qui tire son développement. Et enfin, le trésor pour tous les pédagogues, cette fameuse zone proximale de développement, la ZPD, le lieu exact où la magie de l'apprentissage doit opérer. C'est une excellente synthèse. Et elle nous ouvre sur une dernière question, une pensée un peu provocatrice pour la route. Ah, Vygotsky a pensé tout ça à une époque où les outils qui façonnaient l'esprit, c'était le langage oral, les livres, les calculs sur papier. Mais si on applique sa logique à notre monde à nous, celui des smartphones, des réseaux sociaux, des algorithmes, des intelligences artificielles, la question devient vertigineuse. exactement. Quel nouveau type de fonction psychique supérieure sommes-nous en train de développer collectivement avec ces outils ultra puissants? Et à l'inverse, quelle capacité plus ancienne, peut-être liée à l'attention profonde ou à la mémoire à long terme, risquons-nous de laisser s'atrophier dans ce processus?